Et notamment, et donc j'avais une frustration, c'est que beaucoup de PME nous contactaient, là pour le coup, comme on commençait à avoir pas mal de références, et j'étais incapable de travailler pour qui que ce soit en dessous de 20, 30, 50 000 euros, disons. Parce qu'on avait une équipe, vous savez ce que c'est, on avait des directeurs de clientèle, et des créas, et des gens qui font des choses, et donc on ne pouvait pas servir une PME. Et donc frustré, j'ai créé une deuxième entreprise en même temps, un an après, avec là aussi ce qui c'est mon prêt étudiant, qui était pour les PME. Et au lieu de créer les sites, là ce que j'ai voulu résoudre, c'était le problème d'héberger les sites. Et à l'époque, en France, la seule solution qui était disponible, c'était France Télécom, qui vendait ça dans les 3 000 francs par mois. Et nous, on a lancé, donc on a été les premiers à lancer ce qu'on appelle le Shared Web Hosting. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un site sur une machine, vous mettez beaucoup de sites sur la même machine, vous partagez. Et on a eu 10 000 clients en 12 mois, avec un investissement de base de 10 000 euros au début. Et donc ça a très très bien marché. Tu vendais ça combien par mois? On vendait, donc au lieu des 3 000 en question, nous on vendait ça quelques centaines de francs à l'époque, par mois. Donc on a divisé les coûts par 10 et c'était notre marketing. Oui, ça aide. Et alors pour l'anecdote, donc j'ai cédé cette entreprise à France Télécom. Et pour l'anecdote, c'est un des moments qui m'a le plus amusé. On a eu a posteriori, on a eu moi j'avais une pub, j'étais vraiment, non pas que je sois très bon maintenant, mais vraiment mauvais en marketing. Et on avait une pub qui était un château en Espagne en disant l'hébergement chez Rapidside, c'était le nom de mon entreprise, c'est du solide. Et donc on n'avait rien trouvé de mieux que quand on voulait faire cheap, bien que j'étais agence en parallèle avec des gens très chers. On avait mis un château, parce que les fondations du château c'était du solide. Et un jour, et donc je savais très bien que, et en fait on piquait pas mal de parts de marché à France Télécom sur le segment PME, puisqu'on était 10 fois moins cher avec une bonne qualité de service. Et un jour j'ouvre le Figaro, je me souviens très bien, le Figaro Magazine un dimanche, et j'ouvre, je vois une pleine page de France Télécom qui avait lancé donc le même service que moi, au même prix que moi, avec un château comme pub, un château écossais. Et en gros la même accroche que nous, tout était pompé en fait. Et le pire, c'est que c'était signé par une grande agence parisienne. Et en fait, là, vous tombez de votre chaise. Et je me suis dit, il y a deux réactions possibles. Il y a la réaction qui est celle plus animale, c'est je vais les attaquer, je vais les critiquer, je vais en parler à la presse. Bon, ça c'est la réaction 1. Et la réaction 2, qui j'ai appris à me contrôler sur ces sentiments-là, c'est de les inviter à déjeuner. Et donc je les ai appelés en leur disant, écoutez, si vous êtes capable de faire une pub comme ça, il faut qu'on déjeune, parce que c'est pas possible. Même produit, même prix, même château, pas en Espagne mais en Écosse, bravo pour la créativité. Il faut qu'on se voit. Et on a déjeuné ensemble, et évidemment... Qui a payé l'addition? C'est eux qui vont payer quand même. Et il ne faut pas déconner. Et en fait, donc, c'est une grande leçon pour moi, c'est d'abord de parler à vos concurrents, ce que je fais toujours. Quand j'ai des nouveaux concurrents qui me paraissent menaçants, la première chose que je fais, c'est d'aller les voir et discuter avec eux pour faire connaissance, partager avec eux. Et quand on est... en général, j'essaie toujours de réagir à l'inverse de ce qu'on peut imaginer. Pas toujours, mais dans ce cas-là, tout le monde pensait qu'on allait les attaquer. On aurait pu probablement. Et à la fin du déjeuner, donc je me suis aperçu qu'en fait il était fan de ce qu'on faisait, il avait raté l'opportunité, et sa meilleure réaction était de tout copier. Et donc à la fin du déjeuner, il m'a dit, mais tu ne serais pas à vendre par hasard. En fait, il était tellement fan, et je lui ai dit non, évidemment, mais si tu veux qu'on discute, on peut quand même en discuter. Et 15 jours après, mon entreprise appartenait à France Télécom. Donc Wanadoo. Et on a fait à l'époque, tout ça n'existe plus, c'est marrant, même les grandes marques à l'époque on les considérait comme tout est relatif. Et c'est devenu une des divisions hébergement de France Télécom, qui n'existe plus. Ni Wanadoo, ni... Bon, et ça, tu veux dire que France Télécom ne fait plus d'hébergement Si c'est possible, je ne sais pas, mais ils ont fait un changement de marque assez intéressant. Voilà, donc je me suis retrouvé en 99 à... un peu moins de 30 ans, je sais plus, 26, 27, en ayant vendu 2 entreprises, parce que j'ai vendu B2L, donc c'était le nom de mon agence à Omnicom. Et là, j'étais invincible. Plus rien ne pouvait m'arriver. Et là, j'ai fait que des conneries. Tu sais, même Bill Gates dit que le succès est donné.
terrible professeur. Oui, c'est possible. Oui. Donc 99, mettez-vous la bulle Internet en tête, les excès dans tous les sens, Internet. Là, moi j'avais donc plus 27 ans, j'avais vendu 2 entreprises, j'étais totalement invincible. Et c'était à l'époque où des gens comme Jérémy Bérébi, pour ceux d'entre vous qui le connaissent de nom, commençaient à expliquer au Sénat comment il fallait gérer l'État comme une start-up. Enfin, on était vraiment dans l'excès total. Et... Ouais. Et enfin voilà, et puis donc là j'ai investi dans, je crois, 18 startups. Et j'ai perdu la grande majorité de ces investissements-là parce que je l'ai fait beaucoup trop vite, parce qu'on était complètement en suspension, on était tous en apesanteur totale, moi y compris. Et j'ai appris durement, enfin ça va, hein, je suis encore là. Oui, t'as pas l'air affamé. Hein. Non, ça va. Je veux dire quoi par là? Et voilà, donc j'ai appris que c'était pas si facile tout simplement en redistribuant à des entrepreneurs ce que j'avais vendu. Une certaine partie, j'en ai gardé assez bien sûr. Et voilà. Et donc j'ai appris que c'était probablement pas la meilleure chose à faire. Mais j'ai investi dans n'importe quoi. Par exemple. Magic Emily, qui était un site pour les mamans. Alors ce qui est marrant, c'est que c'était souvent des trucs trop tôt en fait. C'était un site pour les mamans. Et c'était vraiment... il y avait tout pour la maman. Donc les poussettes, et donc en 2001, ça je crois si je me souviens bien. Et j'y ai investi 90 000 €. Et la boîte est partie au tapis un an et demi après. Par exemple. Mais alors si vous regardez aujourd'hui, vous avez plein de sites pour les mamans qui cartonnent. Donc c'était beaucoup trop tôt. Et je peux continuer comme ça. Il y avait aussi quand même des choses qui étaient moins... mais je sais pas, il y a un site qui s'appelle Ski Horizon par exemple, qui est le leader européen du voyage étudiant au ski. C'est un vrai modèle, ils vendent, ainsi de suite. Là j'avais investi. Et en fait, c'était aussi trop tôt. Ils ont déposé le bilan et l'entrepreneur, qui est un de mes meilleurs amis, a repris l'entreprise par la suite et maintenant il cartonne. C'est 100 millions € de chiffre d'affaires. Et donc c'est trop tôt. Et j'ai appris que je faisais souvent beaucoup d'erreurs en me prenant pour cible et en pensant que pour les mamans, c'était pas tout. Quoi que si, j'ai 3 enfants qui ont 9, 12 et 14 ans. Et donc j'étais en plein de probablement dire ça dit. Mais tu sais, vous savez que FedEx a été au tapis 2 fois et que ce n'est que le 3e redémarrage de FedEx, c'est-à-dire que les investisseurs du premier tour, de la première série d'investissements, parce qu'il y en a plusieurs, ont été rincés. On a recommencé avec de nouveaux investisseurs qui se sont fait rincer aussi. Ce n'est que le 3e démarrage de FedEx qui a marché. L'idée n'était pas nouvelle. Mais je crois qu'on apprend beaucoup plus en faisant des erreurs, y compris en investissant. J'ai appris que trop tôt, c'était pas top. Quoi. Mais bon, c'est pas grave. Dans mon métier, un des fondateurs de John Doerr, de Kleiner Perkins, dit qu'il faut 5 ans, 6 ans, 7 ans et 35 à 50 millions de dollars pour former un venture capital. Donc, avant que ça commence parce que par définition, on va dans l'inconnu. Voilà, je reprends un prêt étudiant. Bon, donc Business Angel, enfin j'ai pas mal appris. J'ai eu un coup de peau. J'ai investi au premier tour dans LinkedIn, qui va aller en bourse dans pas longtemps, je pense. Donc, ça risque de rattraper le reste, on verra. Mais c'est les statistiques VC, 9 sur 10 qui disparaissent, de 99 sur 100 qui disparaissent. Comme ça. Non, on en parlera une autre fois. C'est un peu plus compliqué. Bon. En gros, sur tous les sur 20 investissements, il en reste un, quoi, qui est en start-up, j'entends. Non, dans un fonds d'une vingtaine ou d'une trentaine d'entreprises, il y en a une qui réussit de façon éclatante. Ouais, c'est à peu près ça. Après, c'est des réussites moyennes, et puis il y a effectivement pas mal de cratères, comme on dit, dans notre métier. Donc après ça, après le Business Angel, qu'est-ce que tu je me suis dit que j'avais un problème en fait, j'avais vraiment un problème et ce problème, beaucoup de mes amis l'avaient,